Ensuite, j'ai poursuivi Donc tu un as fait premier tes emploi. études aux États-Unis. C'est ça, je suis arrivé aux États-Unis quand j'avais 20 ans pour finir mon cursus universitaire. Et Ok. j'étais aussi un athlète, donc j'ai bénéficié enfin. Tu fais du tennis. Non, j'étais nageur. Donc Ah. voilà, j'ai eu la chance de bénéficier Tu es d'une... encore très en forme. Merci, c'est gentil, j'essaie de Tu juste... pratiques Euh, Ah bah, il y a une piscine ici, hein, sur Potrero. Je sais pas si tu es oui, au courant. non, enfin je travaille à San Mateo, donc Ouais. j'ai une piscine là-bas aussi où parfois quand j'en ai En la été, force quand et il fait l'envie chaud. de faire une petite plongette. Mais donc voilà, Mais c'est plus ton intérêt. bah, disons que c'est un petit peu plus difficile à la sortie de l'université, quand on commence une vie professionnelle, une carrière, de passer De autant de continuer temps. le sport. La natation est un sport qui demande énormément de sacrifices dans un sens. Je passais parfois Mais presque alors, quel 5 sport heures tu par fais jour. maintenant? J'essaie juste de me maintenir en forme. Je passe du temps en salle de sport et toujours un petit peu de natation aussi, juste histoire de maintenir une sorte d'équilibre. Mais ce qui est bien à la natation, c'est qu'il n'y a pas d'impact et C'est on ça. se fait un peu moins mal, non? Ah bien sûr, même pour la rééducation de certaines pathologies, c'est vraiment très bénéfique. Ouais, l'endurance est également très, très présente, ce qui fait que... Et on est en aussi bonne forme que si c'est à sec, quoi. En fait, que si c'est avec des poids ou des trucs. C'est ça. La friction est un petit peu plus dense que bien évidemment quand on évolue dans l'air, et puis Mhm. l'eau est assez chaude aussi, ce qui fait qu'on brûle pas mal de calories. Et bref, c'est une activité qui est vraiment très, très Donc bien tu étais dans la pour natation parce que tu es né au sud ou pas pour une autre raison? Ah non, pas du tout. J'ai grandi en région parisienne. C'était juste que c'est un des sports qui m'avait plu, j'imagine, en étant enfant. Et j'ai commencé assez tôt. Et Tu es devenu bon. je m'y suis mis de manière plus ou moins intense. Et avec ça est venu un certain niveau. Et donc ça m'a permis ensuite de faire partie de sélections jusqu'à... Tu allais vite, quoi. Enfin, Voilà, c'est un peu le but d'aller le plus vite possible. Mais ouais, il s'avère que mais j'ai... est-ce que tu as fait une compétition en dehors de la France? Oui, je faisais Oui. partie des équipes de France de jeunes, ce qui m'a permis de voyager un petit peu en grandissant. C'est vrai? Et voilà, et ensuite j'ai décidé de chercher un moyen de finir mes études aux États-Unis. Il s'avère que la natation était un véhicule pour ça, quoi. Ah, ils t'ont donné un Voilà, j'ai pu scholarship. bénéficier d'une bourse scolaire, ce qui était vraiment très très intéressant pour moi. Et donc, à la suite de ça, aussi faire partie d'une expérience universitaire au niveau du sport aux États-Unis, c'est vraiment très, 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 très enrichissant. Et ils font des choses qui sont vraiment très différentes de la manière dont on approche le sport en France. Mais Et tu avais quand même assez de bonnes notes pour pouvoir faire un truc d'ingénieur. ça va de pair. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain niveau scolaire, autrement, on n'a même pas la possibilité. D'une part, la bourse, et ensuite, on n'a même pas la possibilité de faire partie de l'équipe. Ah, d'accord. C'est les deux. Voilà, ils font en Ah, sorte si tu es que... très bon en natation et que tes notes c'est 0, tu peux pas. Non, c'est pas possible. Il faut maintenir une certaine moyenne pour avoir la permission de participer aux événements sportifs. La Mais natation ou autre, que ce soit un joueur de football américain ou de... Mais peut-être qu'un enfant est né très fort en natation et très nul en maths. Après, c'est à lui de faire en sorte d'essayer au moins d'atteindre ce niveau pour permettre, D'aller dans les de participer. compétitions. Voilà. Ah, je savais pas que Uniquement dans un cadre universitaire. Après, Ah, on peut bifurquer. Et si jamais on fait partie uniquement d'un club, dans ce cas-là, on n'est pas c'est autre chose. scolarisé. Voilà. Si c'est pas en lien avec la scolarité, là, bien évidemment, tout est possible. On n'est pas... Ah, d'accord. Quelqu'un, s'il est bon en natation, peut participer au concours. Oui, voilà. D'accord. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Non, pas Ok. nécessairement. Mais Ok. une fois qu'on est intégré dans une structure scolaire ou Oui. universitaire, Il faut là, être on bon. se doit d'avoir au moins, pas forcément d'être bon, mais de maintenir un niveau minimum. Mais alors, tu as fait ton bac C, Alors, ça s'appelait plus C quand je l'ai passé, ça s'appelait maths, enfin économique et social. Moi, j'ai fait un bac ES, donc ES. économique et social. ES. Voilà, Ok. économique et social. Et j'ai commencé mes études d'abord en France et je C'est les ai plus donc le bac C terminées. n'existe plus. Non, Le bac maths, maths et C, ça sciences. s'appelle S maintenant. Ah, ça s'appelle Science, scientifique. S pour scientifique, voilà. Ah, d'accord. Donc, Donc tu as fait E et S. voilà, économique et social, avec une spécialité C'est en pas mathématiques. économique et scientifique. Non, économique et social. Et pourquoi ils disent S? C'est la même chose, c'est S, c'est S. Ah, je crois que S c'est pour scientifique. Et c'est aussi pour social. Voilà. Mhm. ES. On peut confondre.
C'est confusant, effectivement. Mais voilà. Et le troisième, je crois que c'est littéraire. Mais Oui, bon, maintenant, littéraire, philosophie. c'est ça. D'accord. Et donc, toi, quand tu as continué, tu étais donc économique et social, tu as pu continuer dans ce sens ou tu as fait autre chose? Voilà, non, c'est ça. J'ai plus ou moins transféré un certain niveau de connaissances. Ça n'a pas forcément été facile, mais entre mon université française et l'université américaine, voilà. Et donc, je suis entré dans la business school de l'université dans laquelle j'ai été. Et j'ai poursuivi d'abord un diplôme en international business, donc en commerce international. Okay. Et ensuite, j'ai obtenu un MBA en finance. MBA en finance, ok. Voilà. Mais ici, ils disent ingénieur. Alors, c'est-à-dire que le parcours professionnel que j'ai suivi à la sortie de l'université m'a plus ou moins mené dans cette voie-là. C'était pas vraiment la voie vers laquelle je me tournais à la base, mais par défaut, maintenant, j'y suis un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est ce que tu fais. Ils t'ont formé au travail. Plus ou moins, dans l'aspect technologique, quoi. D'accord. Et ça te plaît plus que le social et le... Ouais, c'est vraiment très différent. J'ai toujours un petit peu des liaisons avec le commerce, parce que c'est ce que j'aime faire de toute manière. Et je m'y retrouve. Mais c'est vrai que maintenant, surtout dans cette région où beaucoup d'entreprises ont une empreinte technologique, c'est bénéfique d'avoir au moins un sens de savoir comment les choses interagissent entre elles. J'ai souvent entendu parler QA, c'est pas question and answer. C'est quoi? Alors ça veut dire Quality Assurance, quality ou la qualité, assurance. en gros. En Okay. France, on utilise généralement ce terme, c'est-à-dire s'assurer que les choses fonctionnent de la manière dont elles sont censées fonctionner, c'est ça. Donc si j'achète un téléphone et ça fonctionne pas bien, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne quality assurance. Il y a sans doute d'avoir plusieurs raisons, et il faudrait analyser un petit peu plus en détail les causes. Voilà. Mais il est possible qu'à un certain moment donné, il y ait des maillons de cette chaîne de qualité qui n'aient pas été respectés ou qui ont failli. Ça, c'est une des raisons. Parce que souvent, c'est construit dans un pays étranger aussi. Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est construit dans un pays étranger, il n'y a pas des normes qui sont censées être respectées et tout ça. Généralement, à chaque fois qu'on touche à la qualité, il y a un système qui est mis en place avec, encore une fois, des normes à respecter, des points à passer. D'accord. C'est un peu la base du... Est-ce que quand tu es QA engineer, est-ce qu'on te met dans un certain produit? C'est ça. Donc, j'ai commencé dans cette entreprise, on crée des applications, des software applications, et ça dépend, elles ont des niveaux différents par rapport à certaines parties d'un site internet, par exemple, mettons, que ce soit une page d'accueil ou ça va être certains attributs eux-mêmes du site internet. Donc ces parties du site vont être désignées en tant que produit. Et ensuite, dans ce produit, il va y avoir une partie de design, il va y avoir une partie de développement, il va y avoir une partie de qualité. Donc voilà, c'est comme ça un peu que ça... Tu es QA engineer, est-ce qu'il y a un produit qui est familier? Pourrais me dire. Oui, absolument. Je travaille en particulier pour les clips mobiles de mon entreprise. Donc, ça va être tout ce qui est application mobile. D'accord. Donc, je travaille en qualité. Le front-end, c'est ça? Ça va être principalement du front-end. Okay. C'est bien fait, c'est visuel, c'est ça? Il va y avoir encore une fois un certain nombre de choses qui vont être requises dans le produit. Dans la recherche un peu? Non, dans le mode de fonctionnement du produit en lui-même. D'accord. Et c'est là que mon travail intervient pour s'assurer que justement le produit, l'application mobile, fonctionne comme elle devait être designée, quoi. D'accord. Il faut que ce que tu vois, ça correspond bien à ce que tu vas pousser. Et que c'est pas uniquement l'aspect visuel, mais aussi que tout ce qui est l'écriture de données, le mode de fonctionnement, même... comme vous disiez auparavant, back-end, front-end, tout ce qui est en back-office, c'est censé fonctionner comme il se doit. D'accord. Donc, tu travailles avec des mobiles alors? Voilà, principalement des applications mobiles, en effet.
D'accord. que ce soit dans les deux principaux écosystèmes, que ce soit iOS, Mhm. donc le logiciel d'Apple, Mhm. ou Android, Tu tout ce qui travailles est dans les plus... deux? Voilà, on Vous a êtes des en applications. compétition? Pas nécessairement en compétition, mais disons que mon entreprise a produit des applications mobiles capables d'être supportées par ces deux écosystèmes. D'accord. Et tu les vends aux deux compagnies? Disons qu'on ne les vend pas aux deux compagnies, on utilise ces compagnies comme véhicule, comme support pour nos produits à nous. C'est-à-dire que mon entreprise va développer une application qui va être compatible Aux deux. avec un téléphone iOS Mhm. ou une tablette iOS, et ensuite une application qui va être compatible avec Donc vous un développez téléphone. des apps. Voilà. Enfin, c'est ça, par rapport à l'activité de l'entreprise en question. D'accord. Donc il y a plusieurs compagnies qui viennent Non, te non, voir. non, uniquement celle pour laquelle je travaille qui est 10X. Donc tu fais plusieurs apps pour 10X? Voilà, c'est ça. En fonction de l'activité de l'entreprise ou de la direction des projets qui sont actuellement en Mais place. 10X, c'est pas un produit populaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va être sur mon téléphone. Si. C'est une niche dans un sens parce que l'industrie est assez restreinte pour le moment, mais à long terme, c'est quelque chose qui pourrait devenir consommable par un grand Comment? nombre de la population. Qu'est-ce- en quoi 10X m'aiderait? Alors, 10X, c'est une plateforme immobilière Mm. similaire un peu à un mix entre eBay et Amazon. Ah, On appelle d'accord. ça Marketplace, Ok. vraiment, où on fait rencontrer des agents, des vendeurs et des acheteurs Mhm. de l'industrie immobilière aux États-Unis principalement, donc l'industrie résidentielle et l'industrie commerciale. Donc ça peut être vendu à Bouygues aussi Pourquoi pas, il pourrait y avoir une application commerciale dans le real estate de Bouygues. Pourquoi pas. Maintenant, nous, c'est principalement de la vente, pas de la construction Pas de la biens neufs. construction. Ah, d'accord. Non, ce serait uniquement des transactions de choses qui existent déjà. D'accord, donc oui, marketplace. Voilà, c'est ça. Où Et il y on aura- fait interagir Il y donc aura les aussi acheteurs et les pour vendeurs. louer, rentals, non? Rentals, c'est quelque chose, c'est une nouveau? ligne de produits que l'entreprise est en train d'analyser Ouais. en ce moment, faire beaucoup d'investigations pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique dans le futur. À la base, l'entreprise avait été créée à la suite de la crise de subprimes, Oui, où malheureusement énormément les banques, principalement les banques, s'étaient retrouvées avec un inventaire de biens immobiliers qu'elles ne voulaient pas vraiment avoir parce que à la base, s'en débarrasser. les banques, l'industrie de la finance, c'est pour faire du management de fonds, d'argent plutôt que le bien immobilier. Ouais. Et c'est là que 10X s'est créé et a commencé à liquider en fait tout l'inventaire immobilier que ces banques avaient, et on C'est a vrai? utilisé l'internet pour ça, quoi. Ah, d'accord. Et vous faites toujours ça? Voilà, c'est ça. C'est le corps en fait De votre création. voilà, le corps du business model de l'entreprise. Ça a été la liquidation de biens immobiliers pour principalement des investisseurs à la base. Et maintenant, on s'est diversifié un petit peu plus pour essayer de toucher le grand public avec certains produits. Oui, mais X, ça veut dire 10 et 10X. D'accord, mais je vois pas la connexion entre le mot 10X et l'immobilier. Ben, je sais pas, peut-être que je suis bête. Il y en a une, et Il y en a je vais une? vous l'expliquer, Il y en a voilà, une? c'est Il y en a ça. une? Alors, en plus, l'entreprise à la base s'appelait auction.com, Oui. auction voulant dire Pour faire enchère, de l'auction. Oui, enchère. et on s'est en fait rebranded Ouais, tu as au décidé mois de de... changer d'image. Voilà, ouais. un petit peu changer de marque, vraiment, de mettre une nouvelle méthode de pensée, en fait, pour nos consommateurs potentiels. Et les principaux acteurs de notre industrie et de notre activité sont des investisseurs. Mhm. Les investisseurs dans l'immobilier, et généralement, ces investisseurs ont en tête de multiplier par 10 leur investissement. C'est vrai. Et c'est là qu'on vient, parce que c'est Vous là qu'on allez les intervient, aider, on va les aider. aider, pour aller dans cette direction-là, quoi. D'accord. D'où le 10X. Faut voir X, ça l'X veut dire plus 10. le multiplicateur, en Mm. fait, le signe 10 multiplicateur. times, 10 Voilà. times. 10 times your investment, absolument. Ah, et les gens, ils captent ça? Il y a eu beaucoup de recherches au préalable avant ce lancement. Ça a Ah, duré il faut pratiquement vraiment 2 ans. donner, disons, éduquer le consommateur. C'est-à-dire que de par notre activité et par de ce qu'on avait fait au cours... L'entreprise a été créée en 2008. Ouais. Les premières enchères ont été menées en ligne sur Internet en 2008. Mm. Donc au cours de ces 8 dernières années, on a pu collecter tout un tas
de feedback, de données pour se dire qu'est-ce qui aurait plus d'impact au niveau marketing et au niveau de la marque en elle-même pour l'entreprise. Et après tout un tas de recherches, ils se sont dit que pour s'adapter à de nouveaux marchés, à de nouveaux consommateurs, il fallait qu'on passe par ce rebranding. C'est une compagnie américaine? Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Et tu mets ton knowledge, tes connaissances au service d'une compagnie américaine. Voilà, ça s'est un petit peu organisé comme ça par défaut, parce qu'à la sortie de l'université, j'avais décidé de chercher du travail. Et ils avaient déjà des clients et tout? Absolument, oui. C'était maintenant à la fin 2012. Ils avaient déjà des clients? Beaucoup de relations, voilà, principalement des banques. Et l'objectif, c'était de développer des relations très très fortes avec ces banques pour qu'ils nous confient de plus en plus d'inventaire. Et donc ensuite, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es arrivé en 2012? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, je ne travaillais pas nécessairement dans la branche technologique de l'entreprise, j'étais plus en opération. Dans l'opération, okay. Et je m'occupais de faire en sorte que ces banques qui nous donnaient à ce moment-là pas mal d'inventaire. Mon rôle, c'était de m'assurer que l'inventaire allait se diriger sur notre plateforme en ligne de manière correcte, sans erreur, sans anomalie et tout ça. Donc c'était un rôle plus de données et d'analyse avec des outils classiques technologiques. D'accord, tu t'occupais pas de la mise en page, de la photo, de tout ça? Non, pas du tout. C'était vraiment utiliser les outils qu'on avait en interne dans l'entreprise. Et pour m'assurer que cette relation de la donnée en fait entre les banques jusqu'à ce qu'elle soit mise en ligne, ça soit fait de manière la plus saine et la plus efficace possible. Bon. L'acheminement de la donnée des banques jusqu'à l'entreprise. Je suis Bank of America, donc je vais voir ton patron, je dis je voudrais que vous m'aidiez à liquider, je sais pas, 10 000 propriétés. Qu'est-ce qu'il ferait ton patron? Il faudrait d'abord qu'on réussir à convaincre Bank of America qu'on est un bon partenaire pour ce type de... D'accord. Et donc il faut avoir une base de clients qui est assez développée, il faut avoir assez de visibilité, il faut avoir une présence Internet qui est solide, qui est robuste pour s'assurer qu'au moment de l'enchère, si jamais c'est l'enchère qui serait choisie pour la liquidation, est-ce que tu tout peux soit prendre en place. Des clients qui sont en compétition? Tu peux prendre BofA et Wells Fargo? Absolument, c'est l'objectif à la base. Maintenant, on a des relations très très solides avec Chase, Wells Fargo, énormément de grosses institutions financières américaines, en effet. D'accord, ça n'a aucune importance qu'elles soient en compétition. Ah non, du moins parce que la banque, tout ce qu'elle veut, c'est liquider son asset. C'est donc que théoriquement, ces biens soient en dehors de leur livre financier le plus vite possible, parce que encore une fois c'est pas leur cœur d'activité, c'est pas vraiment ça. Vous utilisez le même marketing pour les trois ou vous... Ça dépend des produits, ça dépend de type de biens qu'ils nous donnent. Il y en a qui vont être bien évidemment plus avec mise en avant, et en fonction de la qualité des maisons qu'on reçoit, on va pas forcément les marketer de la même manière, puisqu'on s'attaque généralement la plupart du temps à des investisseurs, et même les données géographiques du pays sont pas forcément les mêmes. Donc quelqu'un qui va vouloir faire de l'investissement immobilier en Californie du Sud va pas être le même que celui qui veut le faire en Floride, en fonction des régulations et de toutes les lois immobilières en place qui sont vraiment très spécifiques aux États-Unis en fonction des États. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi les lois différentes dans chaque État. C'est très 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 complexe. Oui. La législation immobilière varie énormément, parfois même entre les comtés de certains États. Et donc, il faut pouvoir. Voilà, il faut pouvoir s'adapter. Et une des forces que l'entreprise a eues dès le départ, c'était justement d'avoir cette expertise, de savoir comment s'orienter et s'assurer un maximum de taux de vente en fait à travers ces enchères pour différentes en ligne pour différentes données géographiques. Principalement en ligne. On a quelques produits qui sont vendus à travers sur les marches des tribunaux parfois, parce que c'est encore une fois la liquidation qui le dicte. C'est uniquement à travers les... Tu as pu acheter une maison pour $1? Non, j'ai pas vraiment eu cette chance, surtout dans la région de la baie. Tu peux espionner.
Qu'est-ce qui est en vente? En tout cas, voilà, on a accès à beaucoup de choses. Voilà, des lignes de données qui sont un petit peu plus concrètes que... C'est bien ça, j'ai entendu parler de trucs incroyables, des gens qui ont pu vendre leur maison pour rien. Ouais, et puis même, il y a vraiment des moyens d'utiliser la technologie, les aspects technologiques pour mettre ça au service de l'industrie immobilière, parce que c'est une des industries un petit peu qui fait effet de dinosaure un peu dans toutes les industries présentes. C'est quelque chose qui, traditionnellement, les transactions immobilières, les gens sont assez réticents d'utiliser les moyens comme l'Internet pour les faire. Oui, il faut aller en personne, de toute façon, pour voir la... Eh ben, c'est pas forcément recommandé maintenant de plus en plus. En ligne. Voilà, on essaie de... Ils revendent 60 jours plus tard, c'est ça? Voilà, il y a tout un tas, encore une fois, il y a une législation en place, mais on essaie de plus en plus d'utiliser des documents électroniques pour faire les transactions. Comme ça permet pas de devoir bloquer une après-midi, se déplacer, sachant qu'encore une fois, certains de nos investisseurs peuvent être sur la côte Est. Même en pays étranger. Voilà, exactement, même à l'international. Ça marche pas comme ça en France, non? Alors, je suis pas vraiment expert dans l'industrie immobilière française, mais je crois que non, elles sont vraiment très très différentes. C'est une des raisons pour laquelle... Beaucoup plus traditionnelle encore, et c'est une des raisons pour laquelle jusqu'à présent, 10X est resté uniquement aux États-Unis. Ah d'accord, parce qu'en France, il y a trop de red tape. Peut-être pas uniquement en France, mais il y avait d'autres marchés peut-être avec un aspect peut-être de liquidation de biens immobiliers qui aurait pu avoir du sens. Mais c'est vrai qu'on se frotte généralement à une réticence. Est-ce que ça t'a inspiré à investir dans le real estate? Absolument, absolument. C'est vrai? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai en tête. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est très... Tu peux devenir riche, hein? Disons que c'est stable aussi. C'est une des manières de développer un portfolio financier qui fait que... Tu veux ou quand ça t'arrange. Voilà, c'est ça. Ou de le laisser continuer, d'avoir des locations, des propriétés pour le futur. Ça intéresse plutôt les hommes, je crois, le real estate, je suis pas sûre. Ah, je sais pas, on a pas mal de collaborateurs féminins et même au niveau du management dans l'entreprise, on a une présence féminine qui est assez importante. Donc, des real estate agents, tout ça? Les agents, oui, et puis bon, c'est une profession et une industrie qui demande beaucoup de relationnel, où le réseau est très très fort. Et je pense pas qu'il y ait une empreinte plus féminine que masculine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de real estate agents, Stéphane, qu'elles vendent parce que ça les arrange d'avoir leur temps. C'est très flexible et encore une fois, c'est un métier qui demande beaucoup de relationnel. Et je pense que les femmes sont aussi douées, si ce n'est plus que les hommes dans ce domaine. Donc, est-ce que dans ta compagnie, vous avez aussi des indépendants? Des indépendants C'est-à-dire des gens qui veulent acheter et vendre? Non. Ça n'a rien à voir. On commence ici à faire ce qu'on appelle du C2C, Consumer to Consumer, et on essaie de développer une plateforme qu'on appelle Retail, où les gens, par exemple comme vous voudriez vendre une maison et vous voulez utiliser une plateforme Internet pour le faire. Vous contacteriez quelqu'un comme 10X et ensuite on s'occuperait de vous mettre en relation avec des acheteurs potentiels et qui, eux, ensuite transmettraient des offres. Et ensuite, vous, le vendeur, vous analysez. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on a l'intention de développer l'aspect de la plateforme, de la marketplace, où à la fin, c'est un peu comme une interaction où l'entreprise n'intervient quasiment plus. J'ai entendu ce terme au Dreamforce, ils ont dit P2P, people to people. Oui, c'est ça, peer-to-peer, comme au début de l'Internet avec l'échange de dossiers, mais voilà, c'est ça, c'est l'objectif vraiment en fin de compte, c'est d'avoir... De plus en plus, les gens sont indépendants, quoi. Et ils veulent avoir vraiment le contrôle de leurs actions, ce qui est pas forcément tout le temps le cas, surtout dans des transactions telles que les transactions immobilières, qui sont parfois très compliquées, où il nous faut l'expertise en France d'un notaire ou d'un avocat pour pouvoir aider les gens à prendre la bonne décision. Donc ça, c'est ce genre de challenge qu'on a et qu'on essaye de réduire au maximum. Et toi, tu conseilles ton patron, c'est ça? Pas nécessairement. Moi, vraiment, mon but, le but de mon travail, c'est de m'assurer que les produits sur lesquels on travaille sont de qualité et que les utilisateurs qui vont les avoir dans les mains vont avoir le moins de problèmes possible et qu'il y aura le moins de friction possible entre les utilisateurs. Faire de la recherche d'utilisateurs, pas tellement. Jusqu'à présent, moi, mon rôle a été vraiment strictement de m'assurer que de la robustesse des applications en elles-mêmes au niveau technologique. Combien ça prend de construire une app pour un mobile? Ça dépend de la complexité de l'application, mais ça peut prendre
quelque chose comme même pas, ça peut prendre 1 mois et demi en fonction encore une fois de la complexité et de l'audience qu'on essaie de toucher. Vous en avez plein alors. Vous en avez plein. On n'en a pas plein, on en a 3 pour le moment. Ah, 3 grandes. Voilà. 3 importantes. Voilà, 3 importantes. Qui s'appellent comment? Alors, elle s'appelle 10X commercial pour l'immobilier commercial. Et on en a une autre qui s'appelle auction.com qui était donc le nom, le premier de l'entreprise. Donc elle est disponible. 10X commercial et auction. Auction.com, voilà. Et ensuite auction.com, mais que pour real estate, pas pour le eBay. Non, uniquement l'immobilier. Ouais. Okay. Uniquement l'immobilier pour les investisseurs. Et le 3e produit sur lequel on est en train de travailler, c'est ce qui s'appelle 10X Homes. Ce serait la plateforme C2C, Consumer to Consumer, donc c'est-à-dire... Et c'est en train de se développer. Voilà, absolument. Donc là, tu as du travail. On est très occupé, on est encore à la phase de proof of concept, vraiment, de prouver que le business model pour 10X Homes a de la valeur. Et donc c'est une ligne de conduite, une ligne de produit. Tu peux pas faire 10 fois ton argent, si? Eh bien si, parfois c'est possible. C'est le but, voilà. Oui, tu fais les options, oui. Et de savoir où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on veut aller. Peut-être que ça s'avérera pas être le cas pour la première phase de l'investissement, mais peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, en fonction de l'évolution du marché et de l'évolution du bien lui-même. Oui, il faut avoir un goût pour ça, je trouve. Bien sûr, il faut être passionné d'un certain côté. Mais encore une fois, tout le monde a besoin d'une maison pour vivre. C'est une industrie qui est... Et après, c'est un investissement. Après, la maison où tu vis, c'est un investissement. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de fierté. Oui. Aux États-Unis, ils appellent ça pride of ownership, vraiment la fierté du bien en voulant. Pas autant en France, hein. Ça dépend, ça dépend, je pense, des régions géographiques et ça dépend du type d'urbanisation, par exemple, ou de la ruralité. Peut-être qu'en campagne, les gens ont tendance à passer peut-être plus de temps, ou en ville, les gens se disent, de toute manière, je suis dans ce bien uniquement pendant 2 ou 3 ans, donc j'ai pas vraiment la velléité d'investir du temps et de l'argent, parce que je sais que je serai que de passage. Donc, toutes ces problématiques, elles sont très intéressantes à analyser. D'accord. So you speak English, I assume? A little bit, yes. Okay. So we're gonna switch to the English part of the show. Okay. For those who did not understand what you talked Absolutely, yes. So we have with us Ronan Garek, a very famous name. To me, it sounds famous. Okay. But he is famous in other ways. So what are you famous? You famous in swimming? So swimming was the primary reason why I came to the U.S. To go to college and to pursue an education. And your name was famous? I don't think it was that famous, but it allowed me, and I'm really grateful for that, to receive a scholarship and to be able to complete an education to a certain level in America. You had a choice between France and America? Yes, it was definitely my own choice. I just wanted to find a way to, finish my studies abroad, and the U.S. just came into the picture. Yeah, I did, and I really wanted to try to seize that opportunity to compete, in a U.S. college, and use that experience. And it was hard to leave France, or it was not an easy decision, but I knew in a sense that that's what I wanted to do. All my family and friends are left out there. I'm the only one that's in the U.S. In here? Yeah. So that is always a challenge. Did they support you in your decision? Oh, yeah. They say go for it? Mm-hmm. Yeah. It wasn't, when you're 20 years old and you're just trying to, make a better life for yourself. And the first year was the hardest? The first 6 months, I would say, yeah. Adaptation was needed. There's a learning curve. The culture actually, I had never traveled to the U.S. before moving. You were in a university? Yes. So that was definitely a plus to be, 100% involved on the campus with my former not colleagues, but teammates as well. That was very beneficial. International teammates? Some of them were. But just being involved with the student life 100%, that definitely helped. Getting to know the culture and, getting familiarized with all the aspects of the day-to-day life. So you spent maybe 20 hours on campus and 20 hours swimming? I would say so. That's actually a pretty realistic estimate. Yeah, swimming requires a lot of practice. Mm-hmm. So I would spend between 4 to 5 hours per day in the water. Oh. So you multiply that by 5, 6 days a week. You're pretty much there, yeah.
and then 20 hours of class, and I had to live on campus Plus you as have well. to study. Mm-hmm. So you had a very full day. It was busy, yeah, to say the least. That's for sure, but rewarding in, you know, so many ways. And so how many years of study did you do? I would say between 3 and 4, actually 3.5, because I finished my undergrad and then I jumped into grad school right after. Okay. So I spent 3.5 years studying in America, the U.S. studying. Yes. Wow. And it was positive experience. Oh yeah, extremely positive. I wouldn't trade it for anything else. Yeah. Growing. I mean, it taught me a lot. You know, being away from friends and family in a different, challenging environment. And what city was that? It was in Southern California, about an hour east of Los Angeles, in a city called Riverside. Oh. Riverside. Okay. So Riverside, yeah, I heard that city. So it's called the Riverside University? It was called Cal Baptist. It's a smaller private school. Mm-hmm. And I primarily chose that university for the the athletic aspect of it. And it was about an hour east of Los Angeles. Pretty smaller school, and private, and also very conservative. Smaller than the big LA. Yes, okay. Smaller than smaller than the public ones, or even even USC being private is pretty big. I think overall the enrollment was 7,000 students. Really? So it's not a major campus versus what you hear, the public ones. The biggest one in Riverside was UC Riverside, University of California at Riverside, and I think that one had about 30 to 35,000 students. Okay. So much bigger. Mine was very small. Yours was 7,000. Mm-hmm. That's very good. It's a little bit less lost. Exactly, and even on the education piece, it makes it the relationship between the teachers and the students a little bit more at a human scale, if that makes sense. Yeah, because sometimes you see classroom with thousands of people in a room. That doesn't make sense to me. It's a little bit more difficult. You got to be, as a student, and when you're young, your head goes in multiple directions. It's kind of hard to stay focused and really, those students, they have a tougher challenge to really make sure they stay on top of it, because when you share the class... But how can you make friends with 1,000 people? It's hard. Unless they are your roommate in your dorm. Mm-hmm. But when you're lost in 1,000 people, it's harder. Even reaching the teacher might be difficult to really get, questions answered or things of that sort. So you were lucky to be in a small setting? Yes, very small. No more than 100 per class? That's, ballpark. That's exactly right. Really? Mm-hmm. Okay. Yeah, so it was good? Yes, very, very good. All right, so I'm happy that you had a positive experience in Overall, America. Yes, I would say that my education was pretty good. I can't complain. How long did it take you to find a job? It took me a while, actually. Yes, it was definitely one of the most challenging things I've ever had to face since I moved to the U.S. Because you had no experience. No experience, and yet I was coming out of grad school, so my skill set didn't really make sense for a lot of employers back then. Okay. And I kind of had to settle for a position that was a little bit more entry level than I would have expected, but it was necessary to kind of grow and prove yourself. And then you change companies? No, I've stayed with the same one. Oh, move up a little bit. Okay. I just had to kind of prove and that you can do it. Exactly, and figure out what I wanted to do and if this aligned with whatever the company had to offer. And I was, again, lucky enough that it did, and so it allowed me to grow as an individual and at the beginning of my career. So how does it feel to work with Americans? It's different, definitely different. You can tell the norms, the set of the cultures. You just gotta adapt to whatever is available, and just from the day-to-day routine to the bigger projects, mindsets. It's different versus what's available in France. That's for sure. Yeah. Practices and So you did adapt to the company culture because you were young. Yeah, I had to just kind of blend in and see how I could, use my French culture and adapt the best way possible in an American corporation world, which is, could be very intimidating at the beginning. Mm-hmm. So since you were away from home, on the social level, what did you do? Try to mingle with
French organization like l'Alliance? Or? Yeah, a little bit. And I've actually lived in San Francisco for 2 years. Before that, I lived in Southern California, and I find it to be a little bit easier to meet French people in San Francisco because of the Silicon Valley and the technology industry, and even it's more of an urban city versus Southern California where everything is much more spread out. But yeah, just reach out to meetups. Meetups actually. I used to go to a French meetup when I first moved to the city. That was quite helpful. And what French? There's a French class, whatever. There's many French. No, it's called. There's 3 French meetup. There's language lovers, and then there's a couple French ones. Friends of the Francophonie, something like that. Yeah, and then there's DBF. Oh, okay. DBF is in Redwood City. Oh, okay. The one I met, where I met your friend. So that one you should attend maybe next month. Yeah, I mean, I work really close to Redwood City, so... Really? Yeah. Oh, yeah. Please come in November then. Absolutely. Hopefully we'll have a great guest. Because one of the requirements of DBF is to be able to speak French. You cannot go in that meetup if you only speak English. Okay. So it's only for French people, just because they try to make it a place where you feel for 2 hours at home, Mm-hmm. Really break down the barriers and make everybody comfortable. Yeah, that's nice. Well, you feel you connecting with French people. So if you want to bring an American, they don't look at it very well. Because I asked, and they say, no, this is just French-speaking people. French-speaking, that's one of the requirements. But since you do speak it, so no problem, you can go. So, and the requirement to come on my show is also to speak French and, if possible, English. So you met the requirement here too. Nice. Well, I'm glad. Quality control. Yeah. So you made it on both sides. But anyway, it was a pleasure to get to know what you do in America. I don't know if I explained in English what you do with 10X. Tell us in a few words what 10X is. Yeah, so 10X is a marketplace, real estate marketplace, where we invite buyers and sellers to kind of meet and transact. Like eBay? No. In a sense, yes. It has a lot of what eBay does on the auction side. You bid? Yes, there's auctions where people can come and bid on houses. Okay. And if they become the highest bidder, then we also 10X takes care of the closing and the escrow process, which is very tied up to the real estate industry per se, but that's something that the company handles. Is there a minimum bid? Yeah, sometimes there is. No, there's always a minimum bid. That's we call it starting bid. That's kind of like to avoid people placing $1 or $2 bids, and it's usually an amount that's discussed between to the house. Yes, and we still want to have enough room for people to kind of entertain the house. Higher. And it's usually an amount that's discussed between the bank and the company. Okay, so the company say minimum this. And the bank also backs it up with their data. And then there's also a concept with, just like any auctions, we call it the reserve, which is the amount that if that amount is not met, the sale will not go through. Oh, there is that? Yes, that's also to avoid, kind of lowballing. Yes, exactly. Oh, okay. So if it's too low, then they say bid again. That's right. Until the reserve is met. And once the reserve is met, then everything is kind of fair game. Open to everybody. Yes. And the bank has agreed to that amount, so they'll be happy with whatever comes pretty much. After that. Oh, so you have seen good deals? Yes. I mean, again, the real estate industry has shifted a lot in recent years, and we've seen inventory decrease drastically. So therefore, the good deals that were available, in 2010, 2011 are not. Gone. They're not as common as now, I would say. But it's less still possible. Foreclosures. Much less foreclosures, absolutely. Okay. Which is a good thing because you don't want to see people. You don't want to see people losing their houses. Yes. But at the same time, spending has shifted also, and people a little bit more mindful of their expenses, I guess. So this is really what 10X does. It's a marketplace where people interact, sellers, buyers, institutions, private buyers, investors. That's the point of the activity to really... They can go 10x.net or .com? It's .com, 10x.com, www.10x.com. So if you want to find out more about it, just go 10x.com and
try it, right? Absolutely. Try it. So thank you. What am I going to call you? Ronan. Thank you so much for having me. French people also say the same way? They usually say Ronan. Ronan. Yeah. Okay. French people say Ronan? French people would say Ronan. Ronan. And American people would say Ronan. And does it bother you? No, not at all. Okay, it's okay. You accept both ways? Yeah, I mean, I kind of got used to it. And, Okay. you don't want to spend your time correcting people all the time. All right, so it was a pleasure to have a little chat with you. Absolutely. Thank you so much for having me. I hope to see you again at DBF. And Absolutely. thank you for taking the time to come with, what's his name? Clement. Clement. His name is also pronounced It is. Yeah, it's a challenge. It's a challenge on both ways, huh? So Yes. thank you so much. Thank you.